D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Né en 1988 à Montpellier, Ali Benziane est pourtant un authentique Tangérois. Pharmacien de formation avec, en supplément, un master en philosophie des sciences, il est avant tout auprès du grand public un poète. Tingis est paru chez 11 en 2018, Couronne d'épines en 2021, quand la même année il publiait son premier roman très jazzy, Le mur des paresseux, avant de conquérir le public hexagonal et francophone dans son ensemble, avec un essai remarqué sur l'éthique post-Covid, soutenu par le philosophe médiatisé et controversé Mehdi Belhaj Kassem. L'épreuve de vérité, paru chez Fiat Lux en 2022, lui occasionnant l'invitation à de nombreuses conférences à travers l'Europe. Ali Benziane prépare un nouvel essai sur la spiritualité et la poésie à travers l'œuvre d'Ibn Arabi, Le cheveu d'ange, qui sera publié dans quelques semaines. Notre jeune auteur est depuis 2023 nommé ambassadeur des Journées internationales du vivre ensemble en paix au Maroc par l'ONG AISA, participant ainsi à une série de conférences et de rencontres interreligieuses. Entretien avec un scientifique des plus littéraires, philosophe comme il se doit, dans un café hyper animé, le Sherifa de Bab el Hassa, à la Casbah de Tanger. La parole est donnée à Ali Benziane. Ali Benziane, bonjour. Nous sommes très heureux de recevoir un poète dans un lieu dédié à la poésie, puisque c'est le café Sherifa à Bab el Hassa, entre la Casbah et la Médina de Tanger, un lieu de culture populaire qui a beaucoup de charme. Alors Ali, en tant que poète, qu'est-ce que tu nous fais en ce moment ? Alors au niveau poésie, c'est mes premières amours, la poésie, donc c'est quelque chose que j'écris constamment, régulièrement. Ce n'est pas forcément un but de publication, c'est comme ça vient. Donc je n'ai pas vraiment de projet en poésie, c'est vraiment j'écris comme ça vient, et si ça doit se concrétiser en un recueil, ça doit se faire tout simplement. Mais pourtant la poésie, ça ne peut être qu'un projet, n'est-ce pas ? C'est un éternel projet, hein. La poésie, ça se termine jamais. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on puisse considérer qu'une œuvre poétique est achevée. Totalement. Moi, je vois le poème comme quelque chose qui vit sa vie après l'écriture. Il y a un langage qui est assez mystérieux, qui est le langage poétique, et qui non seulement appelle le poète en tant que maître d'œuvre, si je puis dire, mais également l'auditeur ou le lecteur de la poésie, qui est également, il va de son interprétation, de sa propre compréhension. Et c'est un exercice qui finalement est quasi infini, hein. La poésie, il y a autant de poèmes que de lecteurs ou d'auditeurs. Alors justement, est-ce qu'on peut faire une pause poétique ? Bien sûr. Quand je dis pause, c'est-à-dire s'arrêter. On peut faire une pause poétique. Par exemple, si on considère le processus d'écriture en tant que tel, on peut écrire un poème, le commencer, et le laisser, si on peut dire, en jachère pendant des mois, voire des années, et le reprendre comme ça. C'est comme ça, je dis, c'est comme ça vient, hein. L'inspiration, c'est ça. Ça peut durer, dans l'instant, on peut écrire plusieurs vers, et encore, c'est ce que j'appelle des moments de grâce, que même les plus grands poètes ont vécu une fois dans leur vie. On parle de Paul Valéry avec la fameuse Nuit de Gênes, où Paul Valéry a tout d'un coup eu une espèce d'illumination, où il a commencé à écrire un poème d'une seule traite, exactement avec Fernando Pessoa, où il a écrit un poème d'une seule traite avec un de ses nombreux avatars. Donc tout ça, ça fait partie des mystères de l'inspiration, auxquels, d'ailleurs, ces mystères, j'ai consacré un recueil qui devrait sortir normalement cette année ou au début de l'année prochaine, que j'ai intitulé Le cheveu d'ange, et qui interroge les mystères de l'inspiration et plus précisément les rapports entre inspiration et spiritualité. C'est un recueil de poésie ou un essai ? Non, en fait, c'est un essai
qui invoque d'abord la figure du mystique soufi et grand poète Ibn Arabi. Je pars d'une vision de Ibn Arabi qui est donc directement liée au titre Le Cheveu d'Ange. À partir de cette vision, Ibn Arabi explique comment il a commencé à proférer de la poésie, comme il dit, et pourquoi pour lui la poésie est une des plus grandes formes d'écriture pour l'homme. Et là, je convoque d'autres figures, notamment des poètes occidentaux comme Hölderlin, qui est très important pour moi, notamment aussi dans mon travail philosophique. Et l'inspiration est quelque chose d'universel. C'est là, on se rend compte que ce soit en Occident ou en Orient, l'inspiration est quelque chose, a vraiment un caractère universel qui ne se dément pas. Et il y a d'ailleurs une parenté avec la spiritualité, dans le sens où j'interroge vraiment la relation entre révélation et inspiration. Est-ce que c'est la même source quelque part, ou est-ce que on est sur deux sources différentes de nature et qui se rejoignent au bout d'un moment, comme dans un océan sans rivage, pour reprendre les termes, une expression bien connue de Ibn Arabi. Mais je suis vraiment très fier de cet essai qui, j'espère, sortira bientôt. Alors comment peut-on répondre à cette question-là, savoir si l'inspiration mystique et l'inspiration poétique sont identiques ou non? J'ai pas trouvé de réponse, tout simplement. J'ai sondé vraiment beaucoup de poètes et de poèmes divers et variés. Pas forcément des mystiques, Il y a aussi des gens qui se considéraient comme athées, mais qui avaient une forte dimension spirituelle dans leur poésie. Peut-être que le chapitre le plus intéressant est celui qui concerne le prophète de l'islam et son rapport avec la poésie. C'est un sujet qui est très passionnant, parce que très controversé, alors qu'il ne devrait pas l'être normalement, puisque si on suit vraiment, si on se focalise sur le corpus de traditions prophétiques, de hadith, on voit que le prophète était vraiment un amateur de poésie, y compris de poésie pré-islamique, et qu'il lui arrivait d'ailleurs lui-même très rarement certes, mais il y a des traditions qui rapportent des vers qui ont été créés par le prophète, bien sûr proférés d'une certaine manière. Il y a cette séparation stricte entre révélation coranique et poésie. Il y a eu une rivalité, mais il n'y a jamais eu une guerre, puisque l'un des plus grands compagnons du prophète était son poète attitré. Alors, dans la tradition islamique, tant que la poésie suit le chemin de la vérité, elle reste considérée à sa juste valeur. Si elle dévie de ce chemin de la vérité, en fait, elle est considérée comme quelque chose qui peut être maléfique. Là, tu vas être obligé de nous éclairer sur ce que c'est que le chemin de la vérité. Là, on peut parler de mon essai L'épreuve de vérité. Ça, c'est vraiment une question philosophique et métaphysique. D'un point de vue purement religieux, la vérité est claire. C'est les dogmes, les croyances, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas de ça quand on parle de la vérité en tant que telle. Une des plus belles définitions de la vérité, elle est vraiment philosophique. C'est une succession de voilements-dévoilements, dans le sens où la vérité, si vous voulez, a un rapport avec l'être. Et l'être est toujours caché par un voile. Et il se trouve qu'à un moment donné, le voile se détache de l'être. Et il y a un surgissement, un dévoilement, qui va entraîner toutes sortes de choses qui vont secouer un peu l'être, et ce que Heidegger, le philosophe, appelle les temps, pour amener une certaine synchronisation entre les deux. La vérité, c'est ça, d'un point de vue strictement philosophique. Ce point de jonction est celui, peut-être, où se trouve l'inspiration authentique. Alors, c'est une définition philosophique de la vérité qui, justement, est très soit existentialiste, heideggerienne, soit soufie, quelque part. La pensée soufie se rapproche énormément de ce que tu nous dis là. Bien entendu, parce que le but du soufisme, comme toutes les grandes traditions spirituelles, on peut parler de l'hindouisme à travers le Vedanta par exemple, ou même de la tradition chrétienne à travers, si on lit les poèmes de Saint Jean de la Croix, le parcours vers la vérité est un vrai parcours du combattant, et le terme de ce parcours est ce point de rencontre entre l'être, ce qu'on peut appeler l'être intérieur qui est immuable, qui est le principe universel, et l'étang qui est l'homme qui vit dans sa manifestation extérieure. Et ce point de rencontre va amener une grâce divine qui va impacter tous les états de manifestation de l'homme. Donc la vérité d'un point de vue métaphysique, donc spirituel, c'est ça.
Et même quand on s'intéresse à ce que disent les poètes, je pense par exemple à un poète comme Pierre Reverdy, il parle de son point de l'être, de ce point de jonction de l'être avec une certaine forme de vérité qui va amener à une inspiration supérieure. Je pense aussi à Mallarmé quand il parle du rythme essentiel de l'être dans un de ses textes, lorsqu'il décrit la musique dans les lettres. Il dit qu'on a chacun en nous une musique essentielle et le rôle de la poésie est de reconnecter l'homme à cette musique intérieure. On est assez d'accord pour dire que la poésie se rapporte à quelques dimensions d'une spiritualité pas forcément liée à la raison. Mais la philosophie, si on parle de Kant, si on parle de Descartes, on n'est quand même pas du tout dans les perspectives heideggeriennes comme tu le disais. Les choses, pour faire simple, commencent avec Descartes, où il pose un peu les bases. La raison doit être le centre de tout, le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Puis Kant a enchaîné très vite, où il a décidé de mettre des limites à la connaissance, c'est ce qu'il dit dans la critique La raison pure. Donc bon, la philosophie, à partir de là, pour moi, il y a eu un immense malentendu. C'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment avec d'autres philosophes. Et cet immense, et poète d'ailleurs, cet immense malentendu, c'est le malentendu entre la philosophie et la métaphysique. Parce que si on parle de métaphysique, qui est pour moi intimement liée à l'être, donc à la spiritualité, à partir de Heidegger a proclamé la fin de la métaphysique. Donc à partir de lui, on peut dire que tout philosophe qui s'exprime à propos de métaphysique, au fond, ne sait pas de quoi il parle vraiment. La métaphysique dans la bouche des philosophes actuellement n'a absolument rien à voir avec la métaphysique, par exemple, d'un Ibn Arabi. Ça n'a rien à voir. Or, pour faire simple, encore une fois, avant Descartes et avant la Renaissance, avec la scolastique, avec les philosophes andalous, comme Ibn Rushd, même les philosophes persans comme Avicenne, la philosophie était reliée à la métaphysique dans une hiérarchie. C'est-à-dire que la métaphysique était le principe de la philosophie et pas l'inverse. Or maintenant, avec Kant et puis ensuite Heidegger qui a acté la fin de la métaphysique, on a vu que les rapports se sont inversés. Il y a eu une immense incompréhension, un immense malentendu entre les deux, qui, je pense, est peut-être le cœur du problème de la mentalité occidentale, mais aussi, quand je dis occidentale, nous, en tant que penseurs maghrébins ou poètes maghrébins, on est aussi occidentaux. Donc on se met dedans et c'est l'immense problème qu'il y a actuellement, à mon avis, au niveau de la pensée. Mais c'est là aussi que, à partir du moment où on a eu le tout raison pour la pensée philosophique, on va dire, que la poésie pouvait prendre aussi la dimension spirituelle que la réflexion n'avait plus. Alors moi, c'est exactement une de mes réflexions principales, c'est que la poésie pourrait être pas une nouvelle, mais une certaine forme d'antidote à ce malentendu. Parce que dans la poésie, on a cet aspect métaphysique, mais aussi cet aspect philosophique. Il y a un grand linguiste qui s'appelle George Steiner, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Poésie de la pensée, où il interroge justement les rapports entre la philosophie et la poésie. Et où il dit que finalement, quelqu'un comme Platon, qui était un grand tragédien, donc un poète à son époque, avant d'être philosophe, avait brûlé ses tragédies avant de les représenter au théâtre, et puis il a décidé d'embrasser une vie philosophique. Et Steiner nous explique qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux. En fait, finalement, peut-être que Platon avait voulu tenir en respect le tragédien qui était en lui quand on lit ses dialogues, mais qui n'a jamais vraiment renié ça. Et moi, je pense que c'est vrai, parce que là, pareil, on va revenir à mon essai L'épreuve de vérité, parce que c'est une des thèses principales. La tragédie et la poésie est peut-être la forme la plus complète de la pensée occidentale, qui permet de comprendre non seulement le monde dans lequel nous vivons actuellement, mais aussi d'aller beaucoup plus profondément que la pensée actuelle à travers la philosophie ou d'autres formes de pensée. Et la poésie joue un rôle central, à mon avis. Et la littérature jouait un rôle central. On parle par exemple, parce que la littérature elle s'est focalisée à un moment donné sur le mal. On parle du Marquis de Sade, plus loin on parle de Georges Bataille, etc. On parle de peintres comme Goya, aussi la peinture a joué ce rôle. La poésie était
avec Baudelaire aussi en plein dedans, avec les fleurs du mal, etc. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'après la transgression, après la réflexion sur le mal, les choses, on vit un entre-deux, où la pensée doit trouver son essence, si vous voulez. Et la poésie, pour moi, joue un rôle principal de par son langage, ou plutôt, comme dirait Steiner, son absence de langage. C'est ça qui est intéressant. C'est que la poésie permet d'exprimer l'inexprimable, donc elle a un rôle métaphysique très intéressant et très important. Question que je pose de façon récurrente dans ce podcast, pour les créateurs, mais en l'occurrence pour le poète que tu es, dans ce cas-là, la poésie ou l'artiste a une fonction chamanique. Totalement. Et il y a des poètes, je pense à un recueil qui s'appelle Terre chamanique. C'est un poète irlandais, mais je me souviens pas vraiment du nom malheureusement. Mais je l'avais eu entre les mains et ça m'avait beaucoup marqué parce que ce poète-là, que les férus de poésie doivent connaître, en fait il mêle poésie et dessin chamanique. Il y a une forme de recherche dans le langage, mais parce que, comme je dis, la poésie, du fait de son expression qui atteint l'inexprimable, va avoir l'intention d'élever l'homme au-delà de sa condition humaine quelque part, dans les sphères un peu supérieures de l'être. Et si on mêle en plus avec les images, les mots et on mêle avec la parole, le verbe, la puissance du verbe, on peut atteindre quelque chose qui s'apparente presque à du mysticisme. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à Mallarmé. J'en parle dans le futur essai qui devrait sortir. Mallarmé, son rêve absolu, c'était d'écrire le livre ultime qui mêle langage, verbe, et pour atteindre une forme de chamanisme, une forme de transe. Il avait même élaboré tout un protocole, tout un rituel de lecture, exactement comme les messes chrétiennes, mais qui n'était pas du tout religieuse. Mais son but était vraiment d'atteindre des sphères supérieures grâce à la poésie. Je pense que c'est le but de tout poète que d'atteindre cet indicible qui fait que au point où l'on y arrive, il n'y a absolument plus rien à dire, c'est l'absolu. On est dans l'inexprimable, dans l'indicible. C'est pour ça, moi, je parle d'un langage derrière le langage. C'est-à-dire, on a le langage des mots qui peut être compréhensible, qui peut être audible par tout un chacun ou beaucoup moins, qui peut même être hermétique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière ce langage des mots, il y a très souvent, quand on parle de vraie poésie, de véritable poésie, il y a un langage derrière le langage. Et c'est ce langage-là qui est inexprimable et qu'on ne peut pas écrire avec un mot, avec des mots que l'on connaît et que l'on peut ressentir et qui n'existe pratiquement que dans la poésie, en fait. Et c'est là où, bon, après, si on fait un parallèle avec les textes sacrés, par exemple, quand je parle de textes sacrés, je parle de langues sacrées, comme l'arabe pour le Coran ou même l'hébreu pour la Torah. Il y a une véritable science des lettres, d'ailleurs, dont Ibn Arabi a parlé. La Kabbale. La Kabbale, et aussi dans l'islam aussi, il y a une science des lettres. Chaque lettre correspond à un chiffre, et là, on a un vrai langage derrière les mots. Et les mots disent quelque chose qui peut être même contradictoire avec ce qu'on peut penser. Tu te places directement là en porte-à-faux avec 70 ans de tradition poétique et la modernité, une certaine modernité qui est née ici à Tanger avec Emmanuel Hoccart et son littéralisme qui a fait école, ou même Oulipo qui est du jeu de mots, mais qui reste uniquement dans le jeu, où finalement après les romantiques et après René Char, on a voulu absolument désancrer la poésie de toute spiritualité. En fait, tu prônes un retour total à la spiritualité. Et une spiritualité qui s'exprime en tant que telle. Bien sûr. Moi, j'ai parlé du mal, la prépondérance de ce thème-là dans la poésie et dans l'art en général en Occident. Pour moi, le point culminant, ça a été les fleurs du mal de Baudelaire. Et puis après, il y a eu cet entre-deux. Tu as parlé de René Char. René Char représente parfaitement ce poète qui est en perpétuelle recherche. Quand on lit René Char, c'est un éclair qui est infini, un éclair qui dure toujours, pour reprendre grosso modo un de ses vers. Et en fait, après René Char ou les surréalistes qui, eux, ont été vraiment dans une recherche de spiritualité, il y a aussi des poètes qui sont un peu moins connus que les surréalistes, qui d'ailleurs avaient rompu avec eux, c'est les poètes du grand jeu, René Daumal, Roger Gilbert Lecomte, qui eux vraiment ont sérieusement cherché une spiritualité authentique à travers la poésie.
Bon, bien sûr, ils ont utilisé des méthodes qui n'étaient pas purement spirituelles, notamment des méthodes de ce que Baudelaire appelait les paradis artificiels, mais c'était normal à l'époque. Mais ils étaient vraiment dans une recherche authentique de spiritualité. René Daumal, il est très intéressant parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus. Il a une correspondance avec des mystiques, notamment René Guénon, qui est un grand métaphysicien français. Et on voit vraiment qu'il a une recherche et qu'il a une volonté de concilier spiritualité et poésie. Et donc après la vérité du mal, si on peut dire, après le vide de l'entre-deux, peut-être que la prochaine étape, ça sera la vérité du bien. Quant aux textes spirituels religieux, les textes fondateurs, qu'il s'agisse de la Torah, du Coran, d'une partie des évangiles ou même des textes bouddhistes, toujours poétiques. Bon, c'est particulièrement flagrant dans le Coran, par exemple, parce qu'il y a des rimes, il y a des figures de style, il y a des métaphores, des allitérations. Le Coran est un livre extraordinaire de ce point de vue-là. Bon, du point de vue, si on veut le voir d'un point de vue poétique, si tant est que ce soit possible, c'est vraiment fascinant. Et pour plusieurs raisons, mais parce que, comme disait Ibn Arabi, avant la prose, il y avait la poésie. La poésie directement liée à l'origine pour Ibn Arabi, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que l'on ne peut pas séparer d'une façon brusque la poésie de la religion musulmane et de la spiritualité soufie, parce qu'elle est intimement liée, de par le Coran d'abord, puis ensuite lorsqu'on lit les poèmes des grands mystiques soufis, comme Jalaluddin Rumi, comme Al-Hallaj, Ibn Arabi, Omar Khayyam. Ils ont tous exprimé cette recherche, cette quête de spiritualité à travers la poésie. Bien sûr, il y a eu des œuvres doctrinales qui étaient très abondantes, par exemple chez Ibn Arabi, mais ce qui était plus intéressant, qui est resté le plus, qui a eu le plus on va dire, de postérité au niveau universel, c'est bien la poésie soufie. C'est fou combien dans un petit café 5 garçons peuvent faire un bruit. On a l'impression d'être dans un aéroport à l'heure de pointe. Bon, ça fait partie de la vie, et de la vie d'un podcast et de la vie de la Médina surtout. Quelle dimension spirituelle vois-tu dans ton recueil Tingis, qui est en fait un livre entièrement inspiré par Tanger qui avait été publié chez 11? Alors Tingis, c'est mon premier recueil de poésie et il a cette particularité. J'ai voulu retracer d'une certaine manière l'histoire mythique de Tanger. Elle est bien sûr très riche. Pour moi, Tanger fait partie de ces rares villes où les différentes histoires se croisent, comme Rome, comme Venise, comme Istanbul par exemple. Je place Tanger vraiment avec ces villes-là pour la simple et bonne raison que on a une mythologie d'abord romaine. Puis ensuite, on a une mythologie berbère. Et puis, on a la tradition islamique qui vient intégrer un peu tout ça,
travers des lieux, à travers des traditions qui se sont perpétuées. Et j'ai voulu retracer un peu tout cela et bien sûr faire ressurgir l'atmosphère tangéroise, comme ce qu'on peut écouter à présent en arrière-fond. Ben, c'est exactement ça. Donc j'ai voulu mêler tout ça, cette atmosphère de Tanger, comment on la vit, comment on la sent, comment on la ressent, et l'atmosphère mythologique, donc spirituelle, de Tanger, qui reste là, qui est au-delà du temps et de l'espace, qui ne meurt jamais, qui survit aux hommes et qui va rester après nous aussi. Et c'est ça qui est fascinant dans une ville comme Tanger. Ton deuxième recueil que je n'ai pas lu, je dois l'avouer, portait sur quoi plus précisément? Mon deuxième recueil s'appelle Couronne d'épines. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un sacrifice pour la simple et bonne raison que je l'ai écrit pratiquement d'une seule traite pendant le confinement, le premier confinement, en mars 2020 donc. C'est là on a parlé d'introspection, de spiritualité. Là, c'est vraiment un exercice d'introspection qui était assez intense, que j'ai voulu comme tel d'ailleurs, qui a donné des poèmes, une succession de poèmes qui sont vraiment une quête de soi, une quête de cet être intérieur à travers les épreuves, à travers l'épreuve du confinement, du silence, du désarroi, de la solitude. Et puis bon, je pense que ça a donné vraiment un travail assez intéressant. Le fait qu'il soit un peu moins connu que Tingis, je pense que ce n'est pas vraiment dû au hasard. Peut-être finalement que c'est la destinée d'un tel recueil que de rester dans le silence quelque part. Je pense que c'est voulu par les mystères de la poésie, quoi. Et le silence, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ben bien sûr, on en a besoin. En tant que poète, en tant qu'écrivain, le silence est notre moteur quelque part. Même si, bon, je passerai pas toutes mes journées dans un silence complet, mais si on a besoin d'écrire, que ce soit de la poésie ou de la prose, c'est une condition nécessaire, si ce n'est indispensable. Cette période de confinement, c'est aussi celle pendant laquelle tu as pu écrire ton premier essai, L'épreuve de vérité. Ce n'est pas vraiment pendant la période de confinement que j'ai écrit cet essai. Il est venu après. En fait, on m'a proposé d'écrire des articles sur un site culturel marocain sur ce thème-là, le thème du Covid, dans une perspective un peu artistique et littéraire. À partir du premier article, j'ai commencé à étoffer l'écriture. D'autres idées sont venues se greffer. Je suis revenu à des textes philosophiques que j'avais lus il y a assez longtemps. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé à devenir un projet beaucoup plus important, jusqu'à aboutir à cet essai. On va dire que j'ai mis en tout et pour tout, avec le travail de recherche, qui a été un gros travail, j'ai mis à peu près une année à finir l'écriture de cet essai. Et là, gros succès. En tout cas, en France et auprès d'un public, on va dire, un peu alternatif. Ah oui, parce que j'ai fait une série de conférences juste après la sortie de cet essai. Il a eu une résonance très particulière, notamment chez ce qu'on appelle les gilets jaunes ou même des gens qui ont été directement impactés par le Covid dans leur vie professionnelle, que ce soit les soignants suspendus, etc. Je veux dire que l'expérience des conférences en France, d'abord il y avait énormément de personnes, j'ai fait énormément de rencontres et ça m'a montré qu'en fait le peuple français a une conscience politique qui est vraiment très aiguë. Et là, si on parle du petit peuple, comme dirait un intellectuel comme Onfray, le petit peuple a une vraie conscience politique, une conscience historique. Ça, je l'ai compris. Et il désirait vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière au niveau philosophique, pas seulement au niveau des faits, ce qu'il y avait derrière ce que nous avons vécu. Et ce que j'ai tenté justement d'expliquer dans cet essai. Donc ça, c'est vraiment rentré en résonance et j'ai eu des retours très encourageants à l'issue de ces conférences et même encore maintenant, je reçois régulièrement des messages de gens qui me remercient ou qui me disent qu'ils ont compris beaucoup de choses à travers mes écrits. Alors c'est un ouvrage qui a été parrainé, la publication par Mehdi Belhaj Kassem. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est ce personnage et quelle relation vous avez ? Alors Mehdi Belhaj Kassem, il est considéré comme un des philosophes les plus importants de notre époque actuelle, notamment par des gens comme David Graeber, qui est un anthropologue
auteur de best-sellers, qui d'ailleurs était parce qu'il est décédé il y a quelques années, un très bon ami de Mehdi Belhaj-Kassem. Donc il a lu mon manuscrit à l'époque. Et puis il a tout de suite apprécié et aimé les thèmes que je développais, qui d'ailleurs rentraient en résonance avec ce qu'il écrivait, avec son système philosophique, notamment la notion de parodie, parce que pour moi ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore maintenant, et le monde en général, est une sorte de parodie intégrale, et c'est un peu le cœur du système philosophique de Mehdi Belhaj-Kassem. Il y a eu un peu une espèce de fraternité intellectuelle, comme il le dit dans sa préface. Il a dit qu'il a rencontré un frère en pensée, ce qui est vraiment, naturellement, un vrai compliment, un véritable honneur même pour moi. On a eu une relation intellectuelle qui s'est ensuite transformée en amitié. On a fait plusieurs conférences ensemble à travers la France. Et ça continue puisqu'il y a une conférence qui est prévue en Suisse, à Lausanne, dans le cadre d'un colloque consacré aux travaux philosophiques de Mehdi Belhaj-Kassem. Et j'ai l'honneur d'y participer au mois de juillet. Mais il est aussi un personnage très contesté. En fait, Mehdi, il a eu cette étiquette. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu une carrière littéraire très tôt. Il a eu cette carrière avant la vingtaine. Il a sorti son premier roman et ça a été un peu l'étoile montante de la littérature française. Il est rentré un peu dans le milieu germano-pratin. Il était dans les bonnes grâces des critiques, de Technicart. Il faisait une interview de David Bowie, etc. Bon bref, c'était le rockstar de la philosophie. Après la littérature, il a eu un coup de foudre philosophique avec les travaux du philosophe Alain Badiou, qui est peut-être un des plus grands philosophes français de notre époque. Et puis c'est devenu un peu, il y a une relation de maître à disciple. Après bon, les choses se sont un peu gâtées au niveau intellectuel et même humain avec Alain Badiou. Héritier de Badiou qui est quand même l'une des dernières grandes figures de la pensée alternative, faut-il le dire, et d'extrême gauche en France. Ça n'existe plus. Il pourrait un peu passer presque pour un dinosaure, alors que quelque part c'est l'une des personnes qui a la pensée la plus actuelle aujourd'hui. Exactement, tu as dit le mot, c'est un dinosaure. Et c'est à cause de ça, principalement, que Mehdi Belhaj-Kassem a rompu au niveau philosophique avec lui. Parce que sa pensée politique est une pensée qui, non seulement est obsolète, puisqu'il est toujours maoïste, alors que bon, pour moi, c'est quelque chose qui doit absolument être dépassé. Mais en plus, il a une certaine tendance à relativiser au niveau philosophique tout le mal qu'a pu engendrer un tel système totalitaire. Stalinisme, maoïsme, les goulags. Pour faire simple et court, pour Alain Badiou, c'est un mal nécessaire pour un bien encore plus grand. Alors cette vision-là, qui est insoutenable, a été le point de départ de la rupture entre Mehdi Belhaj-Kassem et Alain Badiou. Et comme Mehdi ne fait jamais les choses à moitié, à l'époque, il a sorti un brûlot, un pavé qui fait, je crois, 800 pages, que j'ai lu, qui s'appelle Après Badiou, qui n'est vraiment pas à la portée de tout le monde, mais il démonte vraiment, d'un point de vue philosophique et idéologique, les contradictions de la pensée de Badiou. C'est un livre qui, à l'époque, avait fait grand bruit, qui est sorti chez Grasset, donc qui est un grand éditeur. Et puis ensuite, ça a été là le point de départ de la rupture de Mehdi Belhaj-Kassem avec le milieu médiatico-parisien en France. Et ensuite, il y a eu un long moment de silence et il est revenu avec un travail philosophique accompli qui est véritablement, on peut dire, un système philosophique cohérent, entier, comme on en fait très peu actuellement. Il y a très peu de philosophes contemporains qui peuvent sortir un livre de philosophie de plus de 1000 pages. C'est le cas de Mehdi Belhaj-Kassem. Et donc ça en fait un des plus grands philosophes actuels. Sur ces propos très sérieux, enfin, un peu moins de bruit je pense, j'espère, les jeunes gens s'en vont. C'est le propre quand même de tout système de pensée que d'être contestable et contesté et d'être critiquable et d'être ramené à ses propres limites. C'est le propre du système, parce que le système n'est pas parfait. Déjà, le système, par définition, il est refermé sur lui-même. Généralement, il se remet très difficilement en question. Pour moi, l'un des systèmes les plus accomplis de la philosophie, c'est le système kantien. Si on demandait à Kant, à la veille de la Révolution française, de remettre en cause son système, il aurait ri au nez. Il aurait raison, parce que son système était le précurseur des Lumières, tout simplement.
c'est une sorte de paradoxe de la philosophie, c'est-à-dire que le système philosophique en même temps est très ancré dans son époque, mais en même temps il est un peu en décalage. Donc il y a un recul nécessaire à avoir, une remise en question nécessaire. C'est ce que le philosophe aussi, Hegel, qui a produit un système philosophique au regard de sa vision de l'histoire et de la raison, qui est assez cohérent, très cohérent même bien sûr. Lui, Hegel, disait que la philosophie, en quelque sorte, avait toujours un train de retard. Il a comparé à la chouette de Minerve, qui vient toujours en retard, et c'est exactement ça. Par exemple, ce qu'on a vécu il y a 3 ans maintenant, la crise du Covid, aucun philosophe, pratiquement, n'a écrit à chaud sur ce que nous avons vécu. On a attendu quelques mois. Donc, on peut entendre des reproches, parce que j'ai entendu ça par rapport à mon travail. On m'a reproché d'avoir en quelque sorte acquiescé aux politiques sanitaires, même les plus incohérentes en apparence. Et puis ensuite, je viens critiquer tout ça. En fait, le contexte humain, le contexte social de chaque personne est totalement différent. Et ce qui fait que cette période, on l'a vécue de manière totalement différente. Moi, mon vrai métier, si je puis dire, c'est pharmacien. Donc, pendant le Covid, j'étais dans le feu de l'action, on va dire. Donc, j'étais en première ligne, je faisais partie du personnel soignant, comme on dit. J'étais en première ligne, je mettais le masque. Je me suis fait vacciner au début parce que je n'avais aucune information là-dessus, et c'était la seule chose qui me paraissait le mieux à cette période. Et dans ma fonction et dans mon travail, c'est quelque chose que l'on ne peut pas reprocher. Et puis ensuite, avec le recul justement, avec certaines images qui m'ont marqué, j'ai commencé à remettre les choses en question. Et c'est là où le travail philosophique est venu. Mais on parle de plusieurs mois après l'œil du cyclone. Alors là, tu es obligé maintenant de nous raconter ce que tu traites dans l'épreuve de vérité, puisque c'est le fond de ton ouvrage. Oui, alors ma thèse principale, c'est que ce que nous avons assisté est ce que j'ai appelé la parodie tragique. Je pars d'une interprétation inédite de l'Oedipe roi, la fameuse tragédie de Sophocle, et j'y ai extrait une figure symbolique, un concept, pour reprendre un terme cher à Deleuze, que j'ai appelé l'homme oedipien. Alors pour moi, l'homme oedipien, c'est comme l'Oedipe dans la tragédie de Sophocle. Il est aveugle intérieurement, donc symboliquement, et il ne jure que par son alliance, sa sacro-sainte alliance entre la science et la force. Or pour moi, la principale caractéristique de cette crise covidienne, mais aussi du monde dans lequel nous vivons, c'est une alliance contre nature, entre la science, ce que j'ai appelé le scientisme à la suite de plusieurs intellectuels, et la force, particulièrement la force militaire. Ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, si je puis dire, parce que moi, de par ma fonction de docteur en pharmacie, pendant que les autres étaient enfermés chez eux, je sortais, donc il n'y avait personne, et je voyais des blindés
de militaires et des militaires armés qui sortaient de ces blindés dans les ronds-points pour un virus. Alors là, pour moi, ça a été quelque chose qui était totalement incohérent. C'est peut-être pas pour un virus, c'est pour une épidémie. C'est pour une épidémie virale. C'est une image choquante. Quand on la voit, on a l'impression d'être en guerre. Et là, j'ai commencé à faire des recoupements avec, par exemple, le discours du président français Emmanuel Macron, quand il a répété une dizaine de fois « Nous sommes en guerre » dans un fameux discours que je retranscris mot pour mot dans mon livre, parce qu'il est très très symbolique. Et ce n'est pas par hasard si le mot guerre a été prononcé, si le mot couvre-feu a été prononcé, si le mot bataille, champ de bataille, martyr, etc. ont été prononcés, c'est qu'il y a vraiment une alliance entre science et force qui s'est un peu manifestée à travers ces images choquantes, mais surtout à travers les politiques sanitaires qui ont été élaborées au fur et à mesure de cette épidémie. Donc toutes ces mesures, d'après toi, ne sont que des confirmations du pouvoir pour lui-même. C'est même une nouvelle forme de pouvoir qui est en train de se dessiner, que j'ai appelé le psychopouvoir, à la suite du travail d'un philosophe très connu, qui est Gilles Deleuze. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Gilles Deleuze, il a eu une œuvre très, très importante, mais il a parlé de cette nouvelle forme de pouvoir qui était en train de se dessiner déjà à son époque. Il était assez visionnaire, dans un texte très très court qui s'appelle Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, et qui est un commentaire d'un texte visionnaire aussi de William Burroughs qui s'appelle Les sociétés de contrôle. Donc cette nouvelle forme de pouvoir, elle est caractérisée par une extériorisation des formes de pouvoir, si tu veux, puisqu'avant, par exemple, dans le système capitaliste, le pouvoir est enfermé, que ce soit dans l'usine, à l'école, etc. C'est ce que Foucault appelait le biopouvoir. Mais à partir d'un certain moment, ce pouvoir, il s'est extériorisé. Il n'est plus enfermé dans un lieu. On peut être tous non seulement victimes de ce pouvoir, mais aussi des rouages inconscients du pouvoir. Et c'est ce qui fait la particularité de ce que j'ai appelé le psychopouvoir, à la suite d'un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler, qui a été le premier à prononcer ce mot. Moi, je l'ai repris dans une volonté de dépassement du biopouvoir de Foucault, de Michel Foucault. Et donc, ce psychopouvoir est la nouvelle forme de pouvoir que j'ai, d'une certaine manière, identifié et qui est amené à se pérenniser. Parce que pour moi, c'est là où la notion de parodie entre en jeu véritablement. La crise du Covid n'est qu'un masque de ce pouvoir. Et pour moi, le prochain masque, ça va être le réchauffement climatique. On aura droit à des politiques qui seront tout aussi absurdes que celles qu'on a pu voir par moments lors de l'épidémie, mais qui seront peut-être même plus dramatiques. Alors après le pouvoir féodal, on va dire, après le pouvoir bourgeois, capitaliste, industriel né avec la Révolution et le 19e siècle, quelle est la forme de ce pouvoir-là ? Alors, j'ai parlé de Michel Foucault. Lui, il s'est focalisé vraiment sur ce qu'on appelle la période classique, donc 17e siècle. Et il a vu donc après, dans la période moderne, il a vu la naissance du biopouvoir. Alors nous, ce qu'on a vécu, c'est pour moi une tentative d'emprise du psychisme et pas seulement du corps, comme c'est le cas dans le biopouvoir de Foucault justement. C'est une volonté de contrôle intégral de l'individu. Mais est-ce que c'était pas le rôle des religions jusqu'à ce que les religions n'aient plus ce rôle-là, n'aient plus de rôle, jusqu'à la mort de Dieu par Nietzsche? On peut parler de ça si on confond psychisme et spirituel. C'est deux choses totalement différentes. Et donc, Nietzsche, quand il a acté la mort de Dieu, d'ailleurs, c'est une phrase qui pour moi est devenue totalement galvaudée, parce qu'elle a un contexte. Quand il parle de la mort de Dieu, il ne balance pas ça comme ça au milieu de nulle part. Il y a un vrai contexte dans cette parole. Les religions ne sont pas là pour contrôler le psychisme des individus, ils sont là pour émanciper le psychisme des individus. Et là, par exemple, si on est dans un point de vue totalement freudien, on va se focaliser sur l'inconscient, mais une spiritualité, une tradition authentique va se focaliser sur le surconscient. C'est quelque chose que l'on a totalement oublié avec Freud, qui s'est focalisé sur le subconscient et l'inconscient. Et ce surconscient, c'est normalement l'objectif de toute spiritualité authentique. Et là, bien sûr, il faut faire une distinction de religion et spiritualité. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, sauf erreur de ma part, tu parles en tant que soufi plus qu'en tant que dogmatique musulman, par exemple. Oui,
Parce que le dogmatisme, c'est le principal problème du dogmatisme. Kant parlait de sommeil dogmatique. Toutes les religions connaissent ça, sans exception. À partir de ce sommeil dogmatique, c'est là où on a la tentative de contrôle psychique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le véritable objectif des religions et de la spiritualité, ce n'est pas ce contrôle-là, c'est l'émancipation psychique. C'est les hommes ensuite qui, dans une tentative de contrôle justement et de pouvoir, ont entraîné un dogmatisme qui a sclérosé la spiritualité et qui a donc entraîné une sorte de psychopouvoir qui maintenant, au-delà de la religion ou des choses particulières, est en train s'est étendu au niveau global avec le Covid. C'est pour ça que pour moi, cette période de la crise Covid est une charnière entre un ancien monde et un nouveau monde. À l'époque, quand j'ai sorti mon livre, quand j'écrivais mon livre, il y avait très peu de penseurs, y compris de grands penseurs, pour différentes raisons. Là, on n'est plus dans l'intelligence, dans l'érudition, dans les bacs plus 10. Ce n'est plus de cet ordre-là. C'est ça qui est fascinant. Pour que quelqu'un comme Mehdi Belhaj-Kassem me dise que c'est la meilleure chose qu'il a lue sur le Covid, en même temps, on peut pas dire que je suis un universitaire, un spécialiste de philosophie, parce que c'est pas ma formation à la base. Mais ça montre qu'on n'est plus dans cet ordre des choses. Ce qui se joue là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'intuition, dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition que de la rationalité, de la raison telle qu'elle est comprise. Que de la démonstration. Oui, voilà, on n'est plus dans quelque chose de mathématique, etc. C'est pour ça que, pour moi, quelqu'un comme Alain Badiou, qui a validé absolument toutes les politiques sanitaires en France, mais non seulement il a validé, mais en plus il a fait de la surenchère. C'est-à-dire qu'il disait que Macron devait être beaucoup plus sévère avec les non-vaccinés et beaucoup plus inhumain avec eux, quoi. Parce que c'est déjà pour moi, c'était déjà un traitement inhumain. On les a réintégrés, les soignants suspendus, il y a juste quelques semaines, ce qui est absolument scandaleux. Mais on n'est pas là pour faire le procès de Badiou, qui par ailleurs a eu quand même des grandes propositions de vision de la société et de l'humain. Là, t'es complètement dans une perspective complotiste. Non, complotiste, c'est devenu le nouvel anathème à la mode pour discréditer les personnes qui réfléchissent sérieusement. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'est plus dans cet ordre des choses. C'est-à-dire, quand on parle d'Alain Badiou, il y a son travail philosophique qui est indéniable. Que moi, personnellement, je vais le dire, je ne me suis pas encore penché dessus, mais je sais qu'on tient là un des travaux philosophiques les plus importants de notre époque. Mais ça, il faut le distinguer de ce que nous avons vécu pendant cette période Covid. C'est ça qui est intéressant. C'est que quelqu'un qui est un grand philosophe, véritablement, un grand penseur, puisse se compromettre à ce point dans quelque chose qui, quand même, il est évident que les conséquences psychiques de justement ce psychopouvoir, c'est pour ça que ce mot, pour moi, est très important, les conséquences psychiques du confinement et des politiques sanitaires est indéniable. Il y a eu que ce soit chez les enfants ou les familles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais qui est quand même nié par des grands penseurs, y compris Alain Badiou. Donc là, on n'est plus dans le prestige de l'universitaire qui a écrit des livres philosophiques importants. Il y a autre chose, on est dans autre chose. Et c'est là où peut-être la spiritualité joue un rôle important. C'est-à-dire que peut-être qu'on est dans un autre ordre, au-delà de la raison, et qu'on devrait se focaliser plus dans ce domaine-là, plutôt que dans le domaine de la rationalité pure, qui, je pense, a atteint vraiment ses limites avec ce que nous avons vécu. Et il faut, en fait, en termes philosophiques, il faut un dépassement de la raison qui soit cohérent et adapté à notre époque. Et c'est ça l'enjeu de la philosophie actuelle. Une relecture de la critique de la raison pure. Oui, une critique de la raison pure. Maintenant, le système kantien, il est dépassé. Comme j'ai dit, Kant, son but était vraiment de mettre des barrières à la connaissance. Or, je pense qu'il faut détruire ces barrières pour atteindre à une connaissance qui soit authentique. Et elle ne peut être atteinte, à mon sens, qu'avec une connaissance suprarationnelle. Donc la poésie. Et là, peut-être que la poésie joue un rôle important. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis. D'ailleurs, ma prochaine conférence dont j'ai parlé, qui se déroulera à Lausanne, portera sur ce thème-là, justement, sur le rôle d'un art authentique qui est pour moi intrinsèquement lié à la spiritualité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'art, avant tout, était un art sacré, avant d'être profane, et que la poésie était sacrée.
Et quand je parle de l'art, je parle pas que de la poésie, je parle de la peinture, je parle de la littérature, je parle de toute forme d'art. Et comment retrouver un art authentique qui permet de nous sortir de cette parodie tragique que nous avons vécue, que nous vivons encore et que malheureusement on continuera à vivre si on ne fait pas ce travail qui est avant tout un travail intérieur. Ce que disaient Roland Barthes et Jacques Derrida, c'est qu'effectivement, le seul moyen d'émancipation pour l'humain, c'est la création. Et dans la création, c'est la littérature. Et dans la littérature, c'est la poésie. C'est la poésie qui recrée le monde tel qu'une liberté. Oui, voilà. Moi, je suis de ceux qui distinguent littérature et poésie. J'irai même un peu plus loin, parce que je pense que la poésie est le principe de la littérature quelque part. C'est ce que dit Ibn Arabi quand il dit que la poésie est le principe de la prose. D'abord, il y a la poésie, puis ensuite, on a la prose. Sinon, c'est du bavardage. Sinon, voilà, c'est du bavardage. De toute façon, pour moi, c'est assez clair. Un poète qui fait du bavardage, un faux poète, ça se voit tout de suite. Hein. Alors qu'un romancier médiocre, ça se voit plus difficilement. Il suffit qu'il sache raconter une bonne histoire et ça passe bien. Ça fait ce qu'on appelle les romans de gare, alors qu'il n'y a pas de poésie de gare. Il n'y a que de la mauvaise ou de la bonne poésie. Dans la tournée que tu fais de conférences avec Mehdi Belhaj Kassem, quel public rencontres-tu et quelles sont les réactions de ce public ? Comme je l'ai dit, le public que j'ai rencontré, c'est En fait, il y avait de tout. Hein. Ça dépend vraiment des lieux où on était. Par exemple, le public de Marseille n'est pas celui de Paris, n'est pas celui de Belfort. On est allé dans quelques villages aussi, notamment dans les Vosges, pour des moments vraiment inoubliables. Alors, on rencontre des gens qui sont déjà au fait de tout, qui ont une culture philosophique et d'ailleurs qui a aussi une culture spirituelle très intéressante. Ça donne lieu à des débats passionnants. Et puis on a des gens qui sont des militants, qui ont vécu les privations lors de la crise Covid, qui ont perdu leur travail. J'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes, j'ai rencontré des soignants suspendus et j'ai vu qu'en fait voilà, il y avait une tentative, une vraie volonté de comprendre les choses et d'aller de l'avant malgré les épreuves que l'on a fait subir. Et j'ai vu beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance. Et c'était vraiment une très belle expérience qui, je pense, ne va pas s'arrêter de sitôt. Je suis de ceux qui croient profondément à ce que j'appelle une sagesse populaire. Pour moi, la sagesse, elle est dans le peuple. Alors après, elle s'exprime différemment en fonction de l'histoire de ce peuple, justement, en fonction des politiques qui ont pu maintenir, par exemple, un certain peuple dans une ignorance voulue ou quelque chose comme ça. Ça dépend de l'histoire. Mais la sagesse reste conservée chez le petit peuple. Hein. Et elle ressurgit tôt ou tard, de toute façon. Et pour moi, elle a ressurgi lors de cette crise du Covid, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on voit des bacs plus 10, voire plus, qui n'ont absolument rien compris à ce qui se passait, et qu'on voit des gens du petit peuple qui, intuitivement, ont compris plus ou moins la teneur des politiques sanitaires, on voit que la sagesse n'est pas vraiment là où l'on pense. Elle n'est pas dans les diplômes, elle n'est pas dans la durée des années d'études, etc. Elle est vraiment dans une sagesse populaire. Just a
Alors si je comprends bien, pour savoir en quoi cette crise du Covid fut une mystification et une prise de pouvoir autant sur les corps que sur les esprits, il faut acheter des preuves de vérité. Bien sûr, disponible dans toutes les bonnes librairies, comme le dit la formule d'usage. Je pense qu'on présentera ce livre au Maroc, c'est prévu. J'espère qu'on le fera et vous pouvez voir aussi les conférences que j'ai données, certaines conférences qui sont disponibles sur Internet. Ça concerne, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne concerne pas seulement la France, ce que j'ai écrit. J'en parle assez souvent parce que pour moi, c'est un cas d'école, ce qu'on appelle un cas d'école. Ce qu'on a vu en France, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à analyser. Mais ça nous concerne tous. Quand on parle d'Occident, pour moi, on parle du monde entier, parce que le monde entier a été occidentalisé. La dichotomie Orient et Occident n'a plus lieu d'être actuellement, en tout cas d'un point de vue géographique, parce que tout a été occidentalisé. Donc, ces mécanismes de pouvoir qui se veut global, je ne dis pas ça parce que je suis complotiste, comme disent les chiens de garde. Je suis simplement réaliste, puisque la forme de pouvoir actuelle obéit à une certaine hiérarchie qui est globale. Les multinationales sont par définition globales. L'OMS donne des politiques par définition globales. Donc, on a une forme de pouvoir qui va synthétiser un peu toutes ces formes de domination pour aboutir à quelque chose plus ou moins cohérent, parce qu'on n'est pas en train de dire que tous les pays ont appliqué les politiques de la même façon. C'est faux de dire ça. Il y a des particularités, notamment au Maroc, où on n'est pas rentré dans cette polémique, la fameuse polémique de l'hydroxychloroquine, puisque le Maroc a été l'un des premiers pays à appliquer le protocole hydroxychloroquine. Je suis bien placé pour le savoir puisque je suis pharmacien. Donc, on a soigné des gens avec le traitement du professeur Raoult, pendant qu'en France, on discutait, on avait des débats infinis et absurdes sur la nécessité de soigner les gens, ce qui est total. De porter le masque. De porter le masque, mais même le soin a été relégué totalement en second plan, comme je le dis dans le livre. Ça rappelle vraiment les chrétiens qui discutaient du sexe des anges pendant que les Sarrasins étaient à leur porte. C'est exactement la même chose qu'on a vécu. Et en fait, on peut prendre. Le but, en fait, c'est de prendre de comprendre en fait l'essence de cette crise Covid et de tirer les enseignements pour ne plus revivre ce que nous avons vécu. Parce que pour moi, la prochaine étape, c'est le réchauffement climatique. Je ne pense pas que ça sera véritablement la même forme, c'est-à-dire qu'on ne retournera pas à des confinements, quoique pour avoir un confinement parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il faut limiter les déplacements en voiture ou même à pied ou en avion, etc. Mais je suis persuadé qu'il y aura une forme de pouvoir qui va circonscrire les gens dans un certain périmètre. Et là, je parle pas de lieu, forcément, je parle de périmètre psychique, exactement comme le Covid, mais peut-être en pire. Pour nous vendre des bulles de sécurité. C'est ça, c'est ces bulles de sécurité qui n'ont pas de barrière, c'est-à-dire c'est pas des lieux confinés, comme dirait Giorgio Agamben, qui est un des philosophes les plus importants de notre époque aussi, et que je cite très souvent dans mon livre. Lui, déjà dans les années 90, il avait très bien compris, bien avant le Covid, quel était le modèle de pouvoir de l'Occident. C'est le camp. Mais pour lui, ce camp, c'est un camp à ciel ouvert. C'est-à-dire, c'est pas le camp de concentration, le goulag. C'est un vrai camp à ciel ouvert où le pouvoir s'exerce partout et pour tout le monde. Entre Gaza et Orwell. C'est ça. Et là, j'ai parlé de Burroughs. Et ce qui est fascinant, c'est que, a posteriori, quand j'ai fini l'écriture de mon livre, j'ai découvert vraiment l'œuvre de Burroughs, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et Burroughs parle de Tanger comme l'interzone. Et c'est quoi l'interzone pour Burroughs? C'est exactement ça. C'est un camp à ciel ouvert, où tous les coups sont permis et où les gens sont des numéros. Ce que Deleuze appelait un déformateur universel. Et donc Burroughs avait déjà tout compris, parce que je pense qu'il était très bien placé pour savoir ce qu'était vraiment le contrôle mental, si on voit son histoire. Et il avait très bien compris ce qui se jouait à son époque en Occident, et il a pris Tanger comme modèle de cette interzone où le pouvoir s'exerce pour tout le monde, et ça c'est assez fascinant. Mais je pense que Tanger International, en tant que modèle ultralibéral, était un peu une anticipation du monde dans lequel nous sombrons aujourd'hui. C'était
un laboratoire de la mondialisation, quoi, de la société mondialisée, de ses aspects bénéfiques, mais aussi de ses aspects un peu moins reluisants. Et c'est vrai, donc Tanger en tant que zone internationale, c'est, pour moi, je la vois comme un immense purgatoire où des gens sont perpétuellement dans un entre-deux et où ils ne sont pas vraiment chez eux. Et où, c'est des nomades, c'est un peu la vision idéaliste des chantres de la mondialisation. Tanger est encore un peu comme ça, de toute façon. Hein. Je pense que Tanger est vraiment toujours la ville de l'entre-deux. Et je la vois toujours comme une sorte de purgatoire, hein, où les gens sont là, sans pour autant être chez eux, mais ils sont en même temps chez eux. Il y a de ça à Tanger, et c'est ce qui rend cette ville fascinante. Entre deux mers, entre deux continents, c'était le minimum quand même que l'on puisse trouver à cette ville. C'est aussi un problème de sécurité. En fait, c'est un espace délimité, cerné, défini, sécurisé, dans lequel se fait du business. Et tout ce qui est en dehors de ça est exclu et mis à l'index. Les gens deviennent des numéros, ce ne sont plus des individus. Et là, on fait le lien direct avec le transhumanisme. Et c'est ce que je fais dans la deuxième partie de mon livre qui s'appelle « Du scientisme au transhumanisme ». C'est que l'individu devient un réseau d'informations, devient une banque de données. Alors maintenant, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps, on en parle de plus en plus que jamais, c'est un enjeu vraiment actuel. Mais ce que je dis dans mon livre, c'est que l'alliance entre la science et la force, elle va se déployer dans la technologie, dans cette zone, dans cette interzone où tout le monde est circonscrit, où au niveau psychique, on est dans une espèce de lieu en même temps ouvert, mais en même temps fermé. En fait, la seule porte de sortie, c'est une technologie qui va promettre une libération, mais qui sera une fausse libération. Et contre cette fausse libération que nous promettent les transhumanistes, ça c'est intéressant parce qu'il faut voir comment se sont comportés les transhumanistes pendant la crise Covid, lorsque des gens ont commencé à poser des questions légitimes sur le vaccin en tant que tel, sur la vaccination. Ils n'ont opposé que des arguments d'autorité quand on voit les débats. Alors que, il y a pour plusieurs raisons, on a légitimement un doute sur la vaccination en tant que telle. Donc ça, c'est un exemple de cette mentalité transhumaniste qui veut à tout prix émanciper les esprits par une technologie aveugle, d'où mon concept d'homme oedipien qui était dans un premier temps aveugle symboliquement, et puis ensuite, en découvrant la vérité, il s'est aveuglé physiquement. Je pense que c'est ce qui attend les transhumanistes, parce que leur projet n'est pas viable, c'est un projet qui n'est pas réalisable. Et contre cette volonté transhumaniste de fausse émancipation, j'oppose ce que j'appelle la libération de l'esprit, à la suite de Paul Valéry, le grand poète, qui a écrit un texte admirable sur le sujet. Cette libération de l'esprit doit se faire non pas dans le domaine psychique, mais dans le domaine purement spirituel. Donc tu es en train de devenir un gourou? Non, je n'ai pas encore de disciples. Justement, les gourous, j'en parle dans mon livre, parce que ça fait partie du problème. Le fait qu'un tel pouvoir puisse s'exercer au niveau presque exclusivement psychique, c'est possible uniquement parce que l'homme est devenu vulnérable. Et pourquoi il est devenu vulnérable? Parce que la technologie, le règne des données et des réseaux sociaux a permis l'apparition de faux gourous qui ont tout simplement encouragé la confusion du psychisme et du spirituel. Et en fait, voilà, on est en plein dedans. C'est-à-dire quand on voit des gens, ce qu'on appelle les tech gourous, et j'en parle dans mon livre, les fameux entrepreneurs de la Silicon Valley, Elon Musk et compagnie, qui sont à peu près tous transhumanistes. C'est vraiment très sérieux là-bas. Il y a des universités consacrées au transhumanisme. Ils sortent des livres, ils font des conférences où ils parlent sérieusement de l'homme augmenté, de mettre des puces dans le cerveau de l'homme, etc. Alors, ces gens-là, ce sont les gourous de notre époque. Et la nouvelle spiritualité, la nouvelle métaphysique de notre époque, c'est la technologie. Et les seules émancipations sont la poésie et le soufisme. Voilà, c'est très bien résumé. Et je pense que vraiment, si on peut avoir une rencontre salutaire entre philosophie et spiritualité, je pense que c'est ce qui nous sauvera, tout simplement.
Ce 27e épisode de Détroit était consacré à Ali Benziane, poète, romancier, essayiste, pharmacien, ambassadeur d'ONG militant pour le vivre ensemble, jeune figure de Tanger et épigone de Mehdi Belhaj Kassem. L'entretien a été réalisé en juin 2023 au Café Sherifa Bab El Hassa dans la Casbah de Tanger. Merci à Youssef Chebahadri pour son accueil et à Emad d'avoir torridement ambiancé le lieu. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte, extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement sont Altar de Fakir, Tides de Bonobo et Easy Prey de Moderat, playlist très chill out, choisie par Ali Benziane pour détendre un propos dense et une ambiance remuante.